Je suis le docteur Laurent Pasquier. Je suis Claudia Lefebvre-Pless. Le docteur Vincent Morel. Je suis médecin en génétique médicale au CHU de Rennes depuis une vingtaine d'années. Oncologue médical au Centre Eugène Marquis. J'exerce cette discipline depuis 1999 et je m'occupe spécifiquement de la prise en charge des tumeurs gynécologiques et mammaires. Je suis médecin sur le service de soins palliatifs. Je suis pneumologue de formation et puis je suis sur les soins palliatifs depuis plus de 20 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. J'ai aussi un DU d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est difficile de savoir ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut se représenter ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle. Par contre, pour un malade donné, ça va être plus compliqué. Alors, je pense que déjà, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? C'est aussi très, très individu dépendant. J'y ai un peu réfléchi. Et évidemment, d'emblée, ce qui m'est venu, c'est la distinction nécessaire entre ce que le médecin ressent comme étant une mauvaise nouvelle et ce que la personne ou le patient ressent comme étant une mauvaise nouvelle. Après, moi, de par ma discipline, la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. Déjà, le diagnostic du cancer, qui est toujours un tsunami. Il y a aussi, par rapport à ce diagnostic, est-ce qu'il va y avoir une annonce de métastase? Et puis la mauvaise nouvelle, c'est aussi les traitements qui peuvent l'accompagner. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle qui va totalement traumatiser le patient. Dans ses repères à lui. Si on se place du point de vue de la personne, et une mauvaise nouvelle, ça serait donc une nouvelle qui va impacter radicalement et donc de façon négative le parcours de santé d'une personne. La question de la mauvaise nouvelle est toujours à situer par rapport à la personne. Donc il y a quelque chose de relatif dans la mauvaise nouvelle. On fait des annonces de maladies génétiques, donc potentiellement ça peut être vécu comme une mauvaise nouvelle, toutes les semaines. En gros, en 22 ans, j'ai dû connaître plus de 10 000 histoires, 10 000 situations. Malheureusement, c'est toutes les semaines. Dans les soins palliatifs, vous êtes quand même que dans un contexte de mauvaise nouvelle. Donc ce qu'on représente, nous, le mot soins palliatifs, est en soi une mauvaise nouvelle. Donc j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit pour déjà être dans une position où il va falloir essayer d'apaiser les choses. Sur chaque vacation de consultation, on a des patients métastatiques et c'est quand même exceptionnel que sur l'ensemble des bilans, il n'y en ait pas un seul qui malheureusement ne soit pas bon. Voilà, je veux dire, toutes les semaines. Après, le travail, c'est au sein de ce drame d'arriver quand même à trouver dans la vie que vont avoir les patients des éléments positifs. Donc voilà, ça c'est le quotidien d'un oncologue, c'est quand même, avec la maladie grave, d'être en permanence à annoncer des mauvaises nouvelles. Des bonnes aussi, des bonnes, fort heureusement, mais c'est essentiel. C'est essentiel d'apprendre à annoncer des mauvaises nouvelles et c'est essentiel de se questionner sur la manière avec laquelle on va communiquer, rentrer en communication avec l'autre. Ça, c'est vraiment c'est central. Ouais. Vous êtes qu'en 3e année. En 6e année, il y a un optionnel de soins palliatifs où pendant 9 heures, je mets les étudiants en situation. Oui, heureusement, je pense. Je pense le compagnonnage, il y a des choses un peu théoriques qui ont été faites, bien sûr, mais aussi l'expérience en étant à côté d'un médecin qui a un peu plus de bouteilles, c'est assez formateur. Pierre Balint disait que le traitement le plus efficace en médecine, c'est la parole du médecin. Au décours de groupes de parole qui avaient été organisés à l'Institut Gustave Roussy, qui est le centre de lutte contre le cancer de Villejuif à Paris. Et les enfants, dans leurs commentaires, avaient dit mais on veut la vérité, mais on veut la vérité avec des mots gentils. À chacun de repérer ce qui a, semble-t-il, été pertinent et d'autres choses qui étaient moins pertinentes, et puis du coup ensuite de se construire en tant que futur médecin avec ces observations-là, certainement. Vous n'allez pas apprendre, on ne peut pas apprendre à transformer une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Ça, je ne sais pas faire. Par contre, on peut apprendre à faire moins de conneries. Bien sûr, parce que donc on sait qu'il y a des situations à risque, mais après, à l'intérieur de chacune des situations, bien sûr, on doit aux patients, à la famille, les informations les plus précises qu'on pourra transmettre ce jour-là. Ça, c'est central.
centrale. Et ça, vraiment, si j'ai un grand conseil à vous donner dans votre exercice à venir, c'est d'avoir ces temps de préparation. Alors, avec l'expérience, la trame, elle devient plus spontanée. Et de toute façon, quand vous rencontrez la personne, même si vous dites rien, elle va comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas comme hier. Et que vous venez, la façon de vous présenter, la façon d'être, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux à faire. En plus, on travaille dans le domaine des maladies rares. Donc c'est là où c'est très important de préparer la consultation du point de vue des médecins, en allant chercher de l'information auprès d'autres collègues, en consultant bien sûr la littérature médicale internationale, en prenant des avis complémentaires. Donc plus vous allez avoir préparé, mieux ce sera, et moins vous allez vous faire piéger aussi sur de la communication non verbale. Le principe, c'est d'arriver à s'appuyer sur ce que vous dit la personne et de rebondir. C'est pas d'être direct, on n'annonce pas des choses, on réagit à ce qu'on vient de vous dire. Alors au bout de 20 ans, oui, c'est un peu sous cortical en fait. Non, parce que sinon j'aurais arrêté. Toujours, c'est jamais facile. Certainement, oui, il y a des choses qui sont pas faciles à annoncer. À partir du moment où c'est un métier où moi je me dis que finalement je préfère être à ma place qu'à la leur, très sincèrement, et qu'il sera temps de voir quand je serai à leur place. Certes, on est impacté, mais c'est pas ma famille, c'est pas des amis. Et puis, si vous êtes trop impacté sur l'un, comment est-ce que vous allez prendre attache ou comment vous allez entrer en relation avec le suivant? C'est toujours, et pourtant, Dieu sait si c'est mon quotidien, hein, mais partir du principe qu'on s'y habitue, non, on s'y habitue pas. Ça reste un exercice qui est toujours difficile, et c'est un exercice impactant hein, dans le quotidien quand même. Hein. Ça nécessite forcément d'être 100% avec la personne quand vous y êtes, y compris dans une sincérité absolue. On ne peut pas jouer avec la sincérité. Et quand vous le quittez, il va falloir aller voir une autre personne. Et cette autre personne, elle n'a pas à pâtir ou non de la situation que vous avez vue avant. Vous devez aussi être à 100% avec elle. Donc il s'agit d'arriver à étanchéifier les choses. Je me dis, si je m'effondre avec les gens, en fait, finalement, on ne leur rend pas service, quoi. Bien sûr que ça touche, on ne reste pas indifférent. Mais il faut arriver à distinguer ce qui relève d'un échange qui serait amical, familial, de ce qui relève d'un échange professionnel. Et surtout avoir en tête que si vous emmenez trop d'impatients, vous risquez de le ramener au patient d'à côté. Non. Ah non. Vous avez réfléchi pourquoi vous faisiez médecine? Moi, je me demande si c'est parce que j'ai pas encore plus peur d'être malade que les malades. Alors le seul truc, c'est qu'à force de faire, vous voyez la technique en face. Je ne sais pas si ça aide à recevoir la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ça aide à repérer ce qui a manqué ou ce qui a été bien fait. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, je trouvais que c'était le fait d'assister, comme je vous disais tout à l'heure, à ces consultations où un autre médecin plus âgé, enfin plus d'expérience, annonçait cette mauvaise nouvelle. Et comme ça, j'ai vraiment pu observer ce qui était pertinent et ce qui était moins. Ouais, vous inscrivez à l'optionnel. Ce que ça nécessite, c'est des mises en situation. Donc le seul moyen d'apprendre, c'est de faire. Et le seul moyen de faire, c'est d'être dans des jeux de rôle pour le coup. Ce qui est très efficace aussi, et ce que moi je n'ai pas pu bénéficier à l'époque de ma formation, c'est ce qu'on appelle nous, des consultations simulées. Parce que là, donc, c'est l'étudiant lui-même qui va s'exercer à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et du coup, derrière, on peut avoir le retour, par exemple, soit d'un tiers, soit du patient, enfin du faux patient qui a reçu la formation. Donc en résumé, l'observation, le compagnonnage et puis la simulation, je pense, c'est deux outils vraiment très, très forts.